Après la méditation biblique proposée par Jean-Philippe sur le texte de Philippiens 2, avec cette conclusion que tous confesseront le Seigneur et un lien avec la foi de l'Église formulé dans les premiers siècles, nous continuons ce matin avec le pan historique de ce carrefour théologique, puisque célébrant un anniversaire, 1700 ans, eh bien, nous allons réfléchir à la manière dont les choses ont été formulées, les enjeux qui étaient historiques et théologiques, dans lesquels la formulation de Nicée a été proposée et adoptée. Et nous verrons comment est-ce que, par la suite, dans l'histoire de l'Église, en ce qui nous concerne en tant que protestants, comment est-ce qu'elle a été reçue des centaines d'années plus tard aussi par les protestants. Eh bien, nous allons travailler donc ce matin dans le pan historique que nous avons de cet anniversaire. Et puis cet après-midi, nous ferons un retour, en bon protestant, nous ferons un retour sur l'écriture et donc nous fonderons et réfléchirons à toutes ces questions, à toutes les questions qui auront été soulevées d'un point de vue historique. Eh bien, nous y reviendrons d'un point de vue plus biblique. Donc, ce sera l'ordre global de ce carrefour théologique aujourd'hui. Ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter le père Antonio Montanari, qui nous vient alors du studium Notre-Dame de Vie à Saint-Didier dans le Vaucluse. Le studium est le partenaire de discussion depuis des décennies maintenant, puisque normalement une fois par an, nous nous rencontrons. On est dans une logique de match aller-retour. Une année, ça se passe chez nous, une année, ça se passe à Saint-Didier. Et donc nous rencontrons une promotion après l'autre. Et le père Antonio Montanari enseigne désormais depuis 5 ans au studium et comme son nom et son prénom le suggèrent peut-être, avant de venir de Saint-Didier, il vient d'Italie. Monsieur le père Montanari est spécialisé en patristique et donc nous sommes dans sa période ici en 325 au moment du concile de Nicée. Il va nous présenter les enjeux historiques et théologiques. Je vous remercie. Tout d'abord, merci pour cette opportunité qui m'est offerte de participer à cette journée d'études. Donc, j'ai limité simplement aux enjeux historiques mon intervention, parce qu'après, il y aura de la place pour la théologie. Donc, comme le temps est assez bref, je vais essayer de dire qu'est-ce que je vais faire. Donc, le but de ma communication est de présenter les enjeux historiques du premier concile de l'Église. Mais cependant, il faut dire tout de suite que ce n'est pas mon intention de m'engager dans une nouvelle interprétation. J'ai pensé que plutôt que se pencher à nouveau sur des hypothèses de reconstruction, il est plus utile d'explorer l'évolution de la recherche historique des dernières décennies pour mettre en lumière les enjeux et les questions encore ouvertes. C'est un petit peu le plan de ce que je vais présenter. Et pour commencer, je vais dire tout de suite qu'il convient de ne pas ignorer que tout regard rétrospectif sur un événement du passé sélectionne et organise les données à la lumière du présent et des acquis disponibles. Donc le premier passage, Athanase, Nicée et la controverse arienne. Mon point de départ, c'est que le constat que l'occasion du centenaire du concile de Nicée a vu se multiplier une série d'interventions qui parfois, de manière un petit peu hâtive, mettent en scène d'un côté les partisans d'Arius et de l'autre ses opposants.
Mais tout se termine heureusement grâce à l'intervention de Constantin, qui accorde la victoire aux orthodoxes et condamne l'arianisme. La conclusion est claire, le concile de Nicée a excommunié Arius et condamné l'arianisme. Je vais me moquer de cette interprétation. C'est la gifle de Saint Nicolas à Arius pendant le concile de Nicée. Donc il faut dire, j'ai dit quelque chose pour me moquer un petit peu d'une interprétation naïve, mais il faut dire qu'un chemin similaire, on le retrouve dans certains ouvrages plus sérieux consacrés à la controverse arienne. Donc je suis italien, j'ai été professeur une vingtaine d'années à la faculté de théologie de Milan et je connais un petit peu plus ce qui se passe en Italie. Je me réfère à un livre très sérieux, Manlio Simonetti. Il a été professeur à l'Université de Rome, La Sapienza. Il a été professeur longtemps aussi à l'Institut Augustinianum, l'Institut de patrologie de Rome. Il a écrit un gros volume, La crisi ariana nel IV secolo, la crise arienne du IVe siècle. C'est un livre qui remonte au 1975 et qu'on trouve habituellement cité dans les manuels italiens évidemment, de théologie trinitaire et de christologie. La reconstruction de Nicée qu'il propose s'appuie sur les récits des historiens chrétiens anciens et les deux Decretis Nicene Synodi d'Athanase. Donc c'est un texte d'Athanase écrit 25 ans après le concile. Malgré le manque de documentation, et Simonetti il était bien conscient de ce manque de documentation, il va dire que le concile s'est déroulé en deux moments. Dans le premier, on a mis en évidence l'hétérodoxie de la doctrine d'Arius, tandis que dans le second moment, on a proposé une affirmation positive de la doctrine orthodoxe. Plus loin, Simonetti précise que ces deux moments ont été très laborieux. Mais enfin, à Nicée, Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, aurait obtenu la condamnation de son adversaire, c'est-à-dire d'Arius. En réalité, la certitude de la condamnation d'Arius au concile de Nicée fait partie de l'imaginaire collectif. Henrique Pietras, donc c'est un jésuite polonais qui enseigne à Rome à la grégorienne. Il est convaincu, dans un livre qu'il a écrit il y a quelques années à propos de Nicée, il est convaincu que la réalité n'est pas aussi évidente comme on prétend habituellement. Les anathématismes conservés du concile de Nicée n'ont condamné personne, mais simplement des propositions doctrinales. La condamnation d'Arius, c'est toujours Pietras qui le dit, n'était pas nécessaire car il avait été déjà prononcé, la condamnation avait été prononcée par un synode réuni bien avant le concile à Alexandrie. Le deuxième point, les enjeux de la reconstruction historique. Même s'il est difficile d'accepter les conclusions de Pietras, je crois que quand on analyse les études réalisées au cours des dernières décennies, on s'aperçoit facilement que le problème de l'arianisme et le déroulement du concile de Nicée sont plutôt complexes. Donc il a raison, Pietras,
de nous mettre en garde contre certaines simplifications encore diffusées. Tout d'abord, on va essayer de comprendre quels sont les documents disponibles du Concile de Nicée. Donc, les documents qui nous renseignent sur le déroulement du Concile sont malheureusement peu nombreux et difficiles à interpréter. À cela, il s'ajoute que toute une série de couches interprétatives se sont interposées en rendant encore plus difficile l'accès aux événements historiques. Première difficulté, quand on essaie de reconstruire la doctrine d'Arius, on ne peut pas ignorer que les informations disponibles se réduisent à quelques extraits, quelques citations de la Thalia, c'est-à-dire le banquet. C'est le texte d'Arius, mais les citations sont proposées par Athanase dans le De Synodis. Et après, il y a 3 lettres attribuées à Arius, rien d'autre. Rowan Williams, dans son livre Arius, Heresy and Tradition, donc porte une attention particulière à la chronologie de ces documents. Il a essayé aussi d'identifier les personnages qui sont présents dans ces textes. Mais il est conscient que la plus grande difficulté vient du fait que dans ces textes, toute référence à Arius, ainsi que toute mention de sa doctrine, viennent de la plume de ses adversaires. Un deuxième élément, si on vient aux documents produits par le Concile, des documents qui nous sont parvenus, il faut dire qu'ils sont simplement le symbole de Nicée et les 20 canons, rien d'autre. Le troisième, donc, sont les œuvres des historiens ecclésiastiques du IVe et Ve siècle. C'est-à-dire, c'est la documentation ancienne à propos du Concile de Nicée. D'un côté, vous trouvez le récit un petit peu emphatique d'Eusèbe de Césarée. Eusèbe, il parle du Concile de Nicée dans son livre Vita Constantini. C'est la vie de Constantin, l'empereur. Donc, il faut souligner la bonté de ce que l'empereur a fait. Mais il y a aussi d'autres informations, et vous trouvez que ces informations sont très polémiques. Ce sont les histoires ecclésiastiques d'Épiphane de Salamine, de Socrate, mais aussi il y a une relecture de Nicée faite par Athanase d'Alexandrie. C'est intéressant d'observer qu'aucun des historiens anciens nous a transmis les actes du Concile. Peut-être ce qui a retenu leur attention a été plutôt la dimension juridique et théologique du débat. Une réflexion qui a conditionné aussi les reprises successives. Il faut souligner encore à propos d'Eusèbe de Césarée, c'est un historien, le premier historien chrétien. Il a imposé dans son œuvre sa propre grille de lecture des conflits entre chrétiens. Donc, il propose comme grille une confrontation entre orthodoxie et hérésie. Mais il faut dire que ce schéma a été repris par les disciples d'Eusèbe et ils l'ont extrapolé et stylisé dans une forme désormais différente. C'est l'opposition entre orthodoxie et arianisme. Donc il faut dire que ce schéma connu dans l'Antiquité a été appliqué aussi
aux conflits qui ont suivi le concile de Nicée. Mais il faut aussi se rappeler que Eusèbe de Césarée et ses disciples représentent la majorité de la théologie orientale des années 325-350. Un deuxième problème, la présence d'Arius et d'Athanase au concile. Je crois qu'il est utile de préciser quelques éléments historiques et méthodologiques qui nous aident dans une relecture. L'information selon laquelle Arius a été parfois convoqué au concile de Nicée pour apporter des éclaircissements se trouve uniquement dans l'histoire ecclésiastique de Ruffin. Mais Ruffin, il a traduit en latin l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée et après, il a ajouté une nouvelle partie. Ruffin a conçu sa tâche en complétant le récit d'Eusèbe, mais aussi il connaît ce qui s'est passé après le concile, c'est-à-dire que les empereurs ont continué de persécuter les partisans du credo de Nicée. Donc sa relecture, c'est une relecture qui est conditionnée un petit peu de ce qu'il a perçu après le concile. Concernant la présence à Nicée d'Athanase, il faut dire clairement qu'elle est mentionnée dans certains récits historiques. C'est l'histoire ecclésiastique de Ruffin à nouveau, mais aussi Socrate et Sosomène. Mais ces auteurs, ils ont tendance à amplifier le rôle joué à Nicée par Athanase. Donc ils font d'Athanase le protagoniste de Nicée. Donc Arius et Athanase, une lecture réaliste des deux personnages. Dans l'imaginaire habituel, Athanase, il est le défenseur et le champion par excellence de la foi de Nicée. On l'imagine facilement en train d'affronter dans un combat direct Arius et ses opposants. Charles Kanengisser, il a bien situé les deux personnages dans leur contexte historique. Arius avait 30 ans plus qu'Athanase. Maurice Wise a précisé encore que Athanase avait attaqué effectivement Arius de manière militante, mais il n'a jamais eu aucune confrontation personnelle avec lui. Arius était déjà mort quand Athanase s'est lancé dans un débat théologique à grande échelle sur les questions qu'Arius avait soulevées. Un autre élément méthodologique très important, il faut distinguer entre Arius et la crise qui porte son nom. Depuis la fin du siècle dernier, c'était les années 1990 presque, différentes études ont concentré leur intérêt sur la rhétorique d'Athanase. Maurice Wise a noté que le terme arien, tel qu'il est utilisé par l'évêque d'Alexandrie, était une calomnie. Un article de l'année 2000, toujours de Wise, a montré qu'Athanase serait responsable non seulement de la création du concept d'arianisme, mais aussi de la façon dont le concept a été repris dans l'histoire ultérieure de l'Église.
En 2007, David Gwynne, il a concentré son attention sur la rhétorique d'Athanase. Donc il a montré que la présentation polarisée de la controverse arienne, les orthodoxes, les partisans de Nicée d'un côté, les ariens de l'autre, c'est un procédé rhétorique qui a une longue histoire dans la tradition hérésiologique chrétienne. C'est plus facile de retenir ce qui s'est passé dans l'opposition. La conclusion à laquelle David Gwynne parvient est assez complexe. Ici, je me limite simplement à reprendre quelques éléments essentiels. Tout d'abord, le parti des Ariens et le parti des Eusébésiens n'a jamais existé. L'arianisme, tel qu'Athanase le décrit, ne reflète ni les doctrines d'Arius, ni les écrits connus d'aucun des Eusébiens. C'est Eusèbe, l'évêque, qui a protégé Arius. Un deuxième élément, la théologie d'Athanase et surtout son interprétation du credo de Nicée ont été presque unanimement acceptées par les générations chrétiennes suivantes. Mais cela ne doit pas être rétrospectivement reporté à la période dans laquelle il écrivait. Même quand on ne partage pas entièrement les conclusions de David Gwynne, il nous rend conscients qu'une approche correcte à notre thème exige qu'on abandonne l'opposition traditionnelle entre nicéens et ariens, mais aussi qu'on distingue clairement entre Arius, qui est mort une dizaine d'années après Nicée, 336, et la crise arienne, la crise qui porte son nom, qui a duré longtemps dans l'Église jusqu'au 5e siècle. Un autre élément, placer les deux personnages, c'est-à-dire Arius et Athanase, dans une perspective contextuelle plus large. C'est une perspective qui a été développée dans les études les plus récentes sur les deux personnages. Donc il faut situer leur pensée dans un contexte plus large, c'est-à-dire dans le paysage de la théologie chrétienne de la Méditerranée orientale du IVe siècle. C'est ce qui a fait Richard Henson. Cette approche lui a permis de montrer que dans certaines régions de la Méditerranée orientale, des positions subordinationnistes étaient toujours courantes, que l'approche trinitaire soutenue par Athanase. Donc Henson, il conclut qu'Athanase et Arius, dans cette perspective plus large, appartiennent non seulement à deux générations différentes, 30 ans de différence entre l'un et l'autre. Mais Arius, c'est la conclusion de Henson, s'inscrit dans les catégories religieuses et culturelles du IIIe siècle, tandis qu'Athanase incarne les nouvelles valeurs du IVe siècle et une nouvelle façon de penser. J'arrive à la troisième partie, la légende athanasienne et la déconstruction historique. Je m'attarde un petit peu simplement sur ce qu'on appelle légende athanasienne, désormais considérée comme un donné acquis de la part de plusieurs chercheurs.
Et je propose 2 exemples. Le premier, la révolution de l'historiographie de Nicée. Je reprends le texte de Thomas Ferguson. C'est un texte consacré au Concile de Nicée, Nicée et l'historiographie. Le point de départ est que les études ont déjà démontré la création polémique de l'arianisme. Donc, ce qu'on appelle arianisme aujourd'hui, c'est une construction, une création polémique simplement. Aucun des contemporains du IVe siècle n'avait jamais perçu qu'une controverse arienne engloutissait l'Église. Donc c'est une relecture tardive de ce qui s'est passé à Nicée. Et c'est toujours Ferguson qui dit la catégorie arienne, c'est une création d'Athanase d'Alexandrie. La controverse arienne a été une création polémique qui s'est standardisée dans le discours historique suivant le Concile de Nicée. Un autre problème, le rôle joué par Constantin, l'empereur, au Concile de Nicée. C'est Constantin qui a convoqué le Concile. Et je reprends le deuxième exemple de cette légende athanasienne. Pour préciser qu'est-ce que c'est la légende athanasienne, je le reprends du volume du jésuite que j'ai déjà cité, Henrique Pietras. Donc il a écrit plusieurs articles et dernièrement, c'était 2021, il a publié un livre en italien. C'est le Concile de Nicée dans son contexte. Il faut dire que ce livre, mais les articles précédents aussi, et les conclusions auxquelles arrive Pietras, ne semblent pas avoir trouvé un soutien parmi les spécialistes. Mais je vais le citer simplement pour dire qu'est-ce que c'est la légende athanasienne. Pietras, il se propose d'écrire à nouveau le rôle joué par Constantin au Concile de Nicée. Donc sa thèse de fond, c'est que Nicée, le Concile de Nicée, n'a pas été convoqué pour donner une solution au problème d'Arius, mais plutôt pour célébrer les Vicennalia, c'est-à-dire les 20 ans du règne de Constantin, et en même temps pour sauvegarder l'unité de l'Église, la date de la fête de Pâques. Donc, selon le jésuite Pietras, le concile de Nicée du 325 n'aurait pas été le concile qui a condamné Arius. Il n'a condamné personne. Simplement, la condamnation d'Arius au concile de Nicée est le fruit de la légende postérieure propagée par Athanase. Je vais simplement conclure les questions ouvertes. Donc c'est un panorama assez difficile. On trouve tout et presque le contraire de tout. C'est un petit peu l'historiographie actuelle. Certainement, il faut dire, au niveau historique, c'est très difficile de dire ce qui s'est passé vraiment pendant le concile de Nicée. Mais le petit parcours, j'ai choisi certaines choses simplement. Le petit parcours que j'ai proposé me permet aussi de formuler quelques observations à propos du débat en cours sur le thème de Nicée. Tout d'abord, on peut constater l'intérêt des chercheurs pour l'arianisme et la figure d'Athanase. Mais dans cette recherche,
on peut voir clairement deux tendances fondamentales. La première, c'est une recherche, une quête de l'Arius historique. La seconde tendance est caractérisée par la déconstruction des grands récits à propos de l'arianisme. On va essayer, après la déconstruction, de proposer une nouvelle reconstruction des événements. À propos de la première tendance, c'est-à-dire la révision de la figure d'Arius et de sa doctrine, les études menées depuis la moitié du siècle dernier ont permis de découvrir une nouvelle image d'Arius, bien différente de celle qui nous a été transmise par les anciens historiens chrétiens, Socrate, Sosomène, Théodorée. Arius émerge comme un théologien conservateur, peut-être influencé par le platonisme moyen, certainement doté d'une non négligeable connaissance des Écritures. Cependant, certains auteurs n'ont pas manqué de noter que Arius, tel qu'il ressort de ces reconstructions, risque parfois d'être trop moderne, trop barthien. Encore, on pourrait souligner que d'autres nouvelles reconstructions de la figure d'Arius ont fini par déformer les perspectives interprétatives des textes d'Athanase. C'est-à-dire, on a essayé de comprendre mieux la figure d'Arius. Autrefois, c'était simplement l'hérétique mis de côté, mais cette relecture d'Arius et de sa doctrine, le risque, c'est de déformer la perspective interprétative des textes d'Athanase. La seconde tendance qu'on peut souligner dans ces recherches des dernières décennies, c'est que la reconstruction historique élaborée à partir des déconstructions a une double faiblesse. La première, parfois, le point de départ et le fondement d'une nouvelle recherche est simplement une hypothèse avancée dans une étude précédente. Donc, c'est-à-dire, on va relire à nouveau ce qui s'est passé à Nicée, ce qui s'est passé entre Arius et Athanase, mais le point de départ, c'est une hypothèse, simplement. Et on va ajouter hypothèse à hypothèse. Une deuxième faiblesse est que les reconstructions qui en résultent non seulement ne parviennent pas à offrir une solution vraie, réelle, des problèmes, mais il laisse ouvertes d'autres questions encore plus radicales. Je vais ajouter simplement quelques éléments pour montrer les questions ouvertes. La première question: comment la légende arienne a pu trouver écho auprès du public du IVe siècle qui a lu et reproduit les idées d'Athanase? Une deuxième question: comment le public du IVe siècle a eu accès à cette reconstruction? Enfin, l'œuvre théologique d'Athanase est-elle un simple sous-produit de sa stratégie politique, et dans quelle mesure
il faut prendre Athanase au mot. Il reste encore du travail à faire. Merci beaucoup. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.